Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Aujourd'hui, entre le Salvador et le Bitcoin, l'amour est-il toujours au rendez-vous? Il y a presque 2 ans, le pays officialisait le Bitcoin comme monnaie légale, à côté du dollar. Il a été le premier à l'avoir légalisé comme monnaie d'échange officielle. L'histoire partait bien. Et puis l'année 2022 et la chute sans fin de la valeur de la crypto a jeté un petit froid. Malgré tout, il y a quelques semaines, le Salvador arrive à rembourser sa dette obligataire. Nous faisons le bilan global aujourd'hui de ce pari risqué avec Sébastien Gouspillou qui nous accompagne, président de Big Block Data Center. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Raphaël Bloch nous accompagne également, cofondateur de The Big Whale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Sébastien Gouspillou, pour revenir rapidement sur la genèse de ce projet, quelle était l'intention du président salvadorien le 21 septembre 2021 ? Alors, il a adopté le Bitcoin comme monnaie légale avec l'intention imaginée pour nous de dynamiser son pays. Maintenant, effectivement, l'objectif n'était pas clairement exprimé. Ouais. Donc on peut déduire l'objectif après coup. 2 ans après, on voit les progrès qui ont été faits dans le pays, on voit où l'adoption du Bitcoin a amené le pays. Et finalement, on comprend l'objectif du président maintenant. C'était quoi le contexte à l'époque? Combien valait le Bitcoin? Beaucoup. Ouais, c'est ça, on était sur... Quand il a déclaré l'adoption, pas encore terrible, hein, c'était avant le fort du bull run, mais disons que il a acheté l'essentiel de ses bitcoins aux alentours de $40 000. Hein. On va faire le bilan, évidemment, mais je crois que à l'époque, déjà, cette décision avait été critiquée. Pourquoi, à ce point-là ? Alors, effectivement, elle a été critiquée pour plusieurs raisons. Il faut déjà avoir en tête que le Salvador est un petit pays proche des États-Unis. Donc, c'est la zone d'influence du dollar. Et comme vous le savez, il y a historiquement des relations qui ne sont pas forcément excellentes entre certains pays et donc le voisin américain. Et ce qui fait que le Salvador est un pays qui était assez dépendant économiquement des États-Unis, donc qui n'a pas de monnaie nationale à proprement parler, qui utilise le dollar américain. Donc il y avait déjà cet élément-là, c'est-à-dire que les Américains quand même regardent un petit peu ce qui se passe dans la zone d'influence. Et puis après, il y a deuxièmement un élément important à avoir en tête, c'est que le Salvador a été le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Et la crainte au niveau des institutions internationales, c'était d'avoir, par ricochet, d'autres pays qui pourraient, et je sais que Sébastien connaît notamment très bien l'Afrique, qui pourraient se dire, il y a le Salvador, on va regarder ce qui se passe, et effectivement, ça pourrait être une source d'inspiration pour d'autres pays qui ont des difficultés avec leur monnaie, donc en Afrique, en Asie du Sud-Est, d'autres pays en Amérique latine. Et dernière petite chose, c'est vrai que pour des Européens, c'est toujours compliqué, effectivement, de comprendre pourquoi dans d'autres pays on s'intéresse autant au Bitcoin. C'est parce qu'on a globalement, même si on peut en débattre, mais une monnaie qui est quand même plutôt stable. Et c'est vrai que on ne sait pas ce que c'est que de vivre, même si on a connu quand même pas mal d'inflation ces derniers mois, dans une économie où vous avez un pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser. C'est vrai, il y a un décalage de compréhension de notre point de vue, du point de vue plus occidental, européen, disons-le. Clairement, nous, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'essentiel des gens ici, en France, en tout cas en Europe, ont un compte bancaire. C'était pas du tout le cas au Salvador. C'est vraiment ça, une des motivations qu'on comprend après coup du président Bukele, c'est de donner une inclusion financière à son peuple. En gros, 30% des adultes salvadoriens avaient un compte en banque. Aujourd'hui, on estime que 70% des Salvadoriens ont ou un compte en banque ou un portefeuille crypto, Chivo, pour l'essentiel, le portefeuille d'État. Donc c'est un progrès fabuleux. C'est-à-dire qu'en 18 mois, il a fait plus d'inclusion financière que dans les 50 ans précédents. Donc le succès, il est juste indéniable. Et ça donne aussi une éducation DeFi, une éducation de cette finance décentralisée à une population salvadorienne qui n'avait même pas accès à la banque il y a encore 2 ans. Donc il est en train de tirer sa population vers le haut grâce à cette adoption de la monnaie numérique du Bitcoin. C'est intéressant, vous dites adoption par les Salvadoriens. Moi, j'ai trouvé des chiffres, alors peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec ça. En 2022, 74% des Salvadoriens n'ont pas du tout utilisé la crypto-monnaie. C'est une enquête de l'Université centro-américaine. Incroyable. Quel chiffre. Moi non plus, je ne l'ai pas du tout utilisé, la crypto-monnaie, vous voyez. C'est pas du tout la proposition de valeur de Bukele que tous les Salvadoriens se mettent à utiliser Bitcoin. Bitcoin est en plus du dollar. La monnaie, c'est le dollar. Et le Bitcoin. Le Bitcoin, et il y a 2 sortes de monnaie, la mauvaise monnaie et la bonne monnaie. La mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est comme ça. Donc en gros, les Salvadoriens continuent d'utiliser le dollar.
Là où le progrès est intervenu, c'est pas du tout avec des paiements en bitcoin. Les gens ne veulent pas dépenser leur bitcoin. C'est cette éducation financière à la monnaie cryptographique et puis la possibilité d'avoir un portefeuille pour stocker des dollars. Parce que le portefeuille Chivo, j'insiste là-dessus, c'est un portefeuille dollars et bitcoin. Et avant, les gens n'avaient rien pour stocker leurs dollars, autre que de les mettre sous le lit, de l'argent liquide. Et donc là, ils ont de la capacité aujourd'hui de stocker leurs dollars, de les sécuriser. Et ça change tout. Donc on est plus... Ouais, Raphaël. Ouais, non, c'est juste. Alors bon, j'ai beaucoup voyagé avec The Big Whale là depuis un an. Je suis allé en Amérique du Sud, j'étais en Argentine, mais je ne suis pas encore allé au Salvador. Donc je n'ai pas d'informations, comme on dit, de première main. C'est-à-dire que je suis obligé de me baser sur un petit peu ce que les gens expliquent et aussi ce que les journalistes essayent de relayer localement. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, il y a eu un effet positif, même si on se doit quand même de dire que en un an et demi, il y a eu des couacs, c'est-à-dire que donc, le portefeuille Chivo n'a pas forcément à chaque fois bien marché. Il y a aussi la question de l'éducation, c'est-à-dire que tout bêtement, il y a des gens qui ne savent pas forcément, se servir de ces technologies. Toutes les générations ne sont pas numériquement natives, donc il y a des sujets à ce niveau-là. Passer de pas de compte en banque à avoir un portefeuille crypto, exactement. C'est vrai que, c'est-à-dire que manipuler des pièces et des billets, c'est quand même un peu plus simple que et on le voit. Alors pour le coup, même en Europe, je veux dire, les gens ne maîtrisent pas forcément cette technologie. Et puis il y a quand même aussi tout bêtement la question de quel est le but à moyen long terme, effectivement, quand on met en place ce type de système. C'est-à-dire qu'il y a la question de la bancarisation, mais on sait aussi qu'il ne suffit pas de bancariser les gens pour que tout s'améliore. Il y a beaucoup de choses à faire au Salvador. C'est pour ça que des critiques du président expliquent que c'est très bien de mettre ça en place, mais en attendant, une grosse partie aussi de son plan, c'est de faire venir de riches étrangers, c'est-à-dire qu'avec suppression des taxes et de créer des espèces de zones franches technologiques. Des entreprises blockchain. Oui, des entreprises blockchain, des choses comme ça. Des millionnaires, voire milliardaires qui s'installeraient pour cette raison-là. Donc, certains disent, oui, ça permettra d'avoir plus d'argent, donc potentiellement de développer le pays. Mais on peut aussi se dire que la priorité, c'est peut-être d'investir dans les infrastructures, dans les écoles, dans l'éducation. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement se contenter de se dire on veut devenir une crypto-nation. Il faut aussi avoir une politique un peu plus globale et de ce point de vue-là, il y a quand même quelques critiques à formuler. Pour l'adoption des Salvadoriens de ce Bitcoin, puisque c'est quand même une question intéressante, faire de la pédagogie, ça vous êtes d'accord quand même, Sébastien Gouspillou, faire de la pédagogie auprès de la population, encore et toujours, il y a besoin de ce travail-là. Et puis, je ne sais pas, peut-être, moi j'avais une question, est-ce qu'on peut aussi être frileux d'utiliser cette monnaie parce que c'est plus cher de l'utiliser ? Non, c'est beaucoup moins cher d'utiliser le Bitcoin que n'importe quelle autre monnaie fiat, monnaie d'État. C'est pas le sujet. C'est encore une fois qu'on a tous en tête le fait que le Bitcoin s'apprécie. Il y a que 21 millions de Bitcoin, donc au fil du temps, il s'apprécie. Aujourd'hui, il vaut 26 000 $. Il y a encore quelques années, il valait moins de 1000. Donc les gens le savent. Donc encore une fois, on ne dépense pas ces bitcoins. C'est pas l'intérêt de la politique bitcoin au Salvador. Ouais, mais là, par exemple, 2022, ça a pu mettre un coup quand même sur cette réputation volatile quand même de la crypto. Oui, mais il y a l'adoption du bitcoin. 2022, année très 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 compliquée. Ça a juste pu faire perdre de la trésorerie au pays, qui a acheté pas mal de bitcoins. Je crois que c'est 3000 et quelques bitcoins qu'a acheté le pays. Ouais. Donc, évidemment, la presse s'est empressée de dire, regardez la chute du bitcoin, le Salvador est au bord du gouffre, ils ont perdu la moitié de leur fonds. Mais c'est juste ridicule, c'est un tout petit montant, on parle de 150 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Donc, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de sujet. Le bien que le bitcoin et l'adoption du bitcoin a apporté au pays, il est juste flagrant, il est sous nos yeux. Donc, comme le disait Raphaël, c'est un pays qui partait de très très loin. 2017, le pays le plus dangereux du monde. 4000 assassinats par an. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Zéro. C'est le pays le plus sûr du continent américain. Bon, alors là, c'est pas dû à la blockchain ou aux crypto. Bien sûr que si. Tout est lié. Ouais. C'est une politique globale. Tu parlais d'infrastructure, c'est exactement ça. Ouais. La politique est complètement... Il y avait tout à faire. Hôpitaux, éducation, sécurité, banque. Et donc, l'infrastructure banque, c'est ça. C'est le Chivo. C'est l'adoption du Bitcoin. Le reste, c'est en cours. Il y a encore beaucoup de travail. C'est loin d'être parfait. Il y a encore beaucoup de travail au niveau de l'hôpital, au niveau de l'éducation. Et ça, je pense que toute l'administration Bukele en a conscience. Mais en tout cas, ce truc super original d'avoir adopté le Bitcoin, effectivement, a concentré beaucoup d'argent étranger dans le pays, a donné une visibilité au Salvador qu'il n'avait pas du tout. Moi, je ne savais même pas où c'était. Et donc, oui, moi, je l'ai vu, je l'ai constaté. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise
entreprises qui arrivent du Canada, des États-Unis, de Chine et qui viennent s'installer au Salvador, en trouvant qu'il y a une communauté de pensée avec le président, c'est intéressant. Raphaël. Non mais, sur votre question précédente, en fait, on touche du doigt l'espèce d'ambiguïté autour de Bitcoin qu'on associe à la fois à un moyen de paiement et une réserve de valeur. Ouais. Et c'est un peu ça le sujet, et c'est ce que disait Sébastien au départ, c'est que les Salvadoriens vont continuer à utiliser le dollar, mais là où ils avaient un vrai sujet, c'était pour préserver de la valeur dans le temps. Et donc, j'allais dire, même si on n'a pas de chiffres précis, globalement au quotidien, c'est-à-dire que pour acheter des produits tous les jours. On ne dépense pas le bitcoin, c'est ce que vous dites. C'est ça. C'est-à-dire que finalement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se servir du dollar vraiment comme monnaie d'échange au quotidien. Et par contre, le bitcoin va être une manière en fait de stocker la valeur. C'est pour ça que l'État a investi. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, avec une année 2022 un peu compliquée, donc ils ont eu des pertes latentes, mais tant que vous ne vendez pas, enfin vous le savez sur Bismart Patrimoine, vous n'avez pas perdu, donc vous enregistrez une perte latente. Maintenant, il est évident qu'il faudra voir sur le long terme ce que ça donne, parce qu'effectivement, si l'État, préserve une partie de son patrimoine en investissant dans le Bitcoin, c'est bien. Il y a aussi donc le cas de tous ces riches étrangers qui vont s'installer. La question va être de savoir comment la population, parce que c'est aussi un sujet qui doit nous intéresser, va en profiter, et c'est là où on revient sur l'éducation, comment on se sert de ces technologies pour effectivement mettre l'équivalent de $10 000. Alors, ce n'est pas le cas au Salvador, par exemple, 150, 500 ou 1000 dollars de côté dans Bitcoin. Effectivement, après, on convertit, on utilise des dollars directement. Parce que là aussi, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, le pays a réussi à rembourser sa dette obligataire de 800 millions de dollars il y a quelques semaines. Ça, c'était une surprise. Ah non, c'est pas une surprise. Il avait annoncé, Bukele, qu'il allait... En fait, tout ce qu'il est en train de faire, il l'a annoncé, quand on le suit depuis le début, même avant les élections présidentielles. Il avait annoncé que d'ici 2023, le pays serait revenu au calme, qu'il n'y aurait plus de violence des gangs et qu'il aurait mis tout le monde en prison. Il avait annoncé qu'il rembourserait la dette. Donc pour l'instant, il suit. Le Bitcoin, il a eu quelle influence sur le remboursement de cette dette obligataire ? Énorme, parce que ça les rend finançables. Vous voyez, là, on voit... ils ont donc lancé un bond avec l'objectif de lever 1 milliard. Il n'est même pas encore ouvert, qu'il y a déjà 250 millions qui arrivent de chez Bitfinex, Tether. Donc voilà, le succès est là. Il y a de gros partenaires qui sont prêts à aider le pays, plus que le FMI ne l'a jamais fait. Donc voilà, ils ont pris le risque effectivement de se mettre à dos les organisations internationales à qui Bitcoin ne plaît pas. Mais pour l'instant, ça réussit beaucoup au pays. Et notamment, il y a un truc, c'est peut-être ça que tu voulais dire, Raphaël, c'est la rémittance. Il y a beaucoup de Salvadoriens qui vivent aux États-Unis et dans d'autres pays, mais surtout aux États-Unis, qui envoient de l'argent au Salvador, dans leur pays d'origine. Et on a lu là aussi beaucoup dans la presse qui a couvert la chute énorme du Salvador, qu'il n'y avait que 2% de ces transferts d'argent en français qui seraient faits en Bitcoin. Mais ça, c'est un chiffre qui est complètement sorti du chapeau du journaliste qui a écrit ça et qui a été repris dans le monde entier, parce que personne ne sait établir ça. On ne sait pas le calculer, on ne sait pas le mesurer. Non, si j'envoie 100 bitcoins au Salvador, personne ne saura. Raphaël, 10 secondes. 10 secondes, oh là, non, je vais faire très rapide. Non, mais déjà, merci d'avoir organisé ce débat. Et non, ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait des années que je couvre ces sujets. Je suis plutôt pro Web3 crypto. C'est pas pour rien qu'on a lancé un média spécialisé là-dessus. Mais je trouve que le Salvador, parce que c'est le seul pays qui justement a embrassé cette révolution Bitcoin, de temps en temps, on manque un peu de recul, enfin je trouve. Et par exemple, en t'écoutant, Sébastien, c'est qu'effectivement, il y en a beaucoup qui veulent défendre à tout prix en se disant si jamais l'expérience au Salvador ne fonctionne pas, ce sera une catastrophe pour tout l'écosystème. Et je pense qu'on doit quand même garder un œil critique sur ce qui se passe, même s'il y a plein de choses positives, parce qu'il en va aussi, en fait, j'allais dire, de la qualité des débats qu'on a sur ces sujets. Merci beaucoup à tous les deux. Raphaël Bloch, je rappelle, vous êtes cofondateur de The Big Well. Sébastien Gouspillot, président de Big Block Data Center. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, sur Bismart. Ciao.